Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le printemps. Normalement, on a de nouveau un peu plus d'énergie que durant l'hiver, donc j'espère que vous ressentez aussi un peu cette vague de bonne humeur, cette vague de soleil. En tout cas, moi je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Agente. Je suis trop contente de faire cet épisode parce que c'est un sujet clé dans le marché actuel du design qui, on va pas se le mentir, a tendance à devenir très très concurrentiel. C'est le sujet du positionnement. Comment faire aujourd'hui pour se distinguer de l'énorme masse des designers? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? On va justement en parler aujourd'hui. Alors, comme je disais en intro, aujourd'hui, on va parler positionnement. C'est un sujet, c'est hyper important. Je dis souvent que c'est hyper important, tout ce que je dis, mais là particulièrement. Le positionnement, pour tout vous dire, c'est vraiment ce que je travaille énormément avec les femmes que j'accompagne. Donc c'est pour dire à quel point c'est un sujet qui revient systématiquement. C'est pas souvent, on se dit pas souvent que c'est le souci. Hein. Au départ, les femmes qui viennent me voir me parlent pas forcément en disant j'ai un problème de positionnement. Il y en a certaines qui identifient déjà ça, mais d'autres pas. Mais dans 100% des cas, il y a quand même ce travail à faire de positionnement. Alors avant de vous donner ces tips sur comment justement trouver votre positionnement, comment vous distinguer des autres designers, je voudrais déjà aborder le sujet de pourquoi c'est important aujourd'hui, dans notre monde actuel, de se positionner. Pourquoi aujourd'hui, c'est primordial de réfléchir au positionnement. En fait, je vois beaucoup de femmes, et pas que des femmes, hein, des hommes aussi évidemment, sur les réseaux et même dans la vraie vie, qui se présentent en disant je suis UX UI, soit UX soit UI, soit les deux. Je suis product designer, je suis brand designer, freelance, et c'est tout. Voilà, je ne compte pas le nombre de profils comme ça que je vois. Et ce n'était pas un souci. Moi-même, je me suis présentée comme ça pendant très longtemps. Ce n'était pas un souci avant. Mais sauf que maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant parce il y a trop de concurrence en fait. Voilà, je préfère être honnête aussi et vous le dire. Aujourd'hui, on est dans un marché qui s'est densifié côté designer et la demande ne suit pas. Il y a toujours de la demande. La demande est toujours là. Donc là, on va pas. Je ferai un autre épisode de podcast peut-être pour analyser un petit peu plus le marché. Mais là, l'idée, c'est de se dire que les demandes sont toujours là, mais pas suffisantes pour absorber le nombre de designers qui sont sortis d'école, qui existent toujours sur le marché, etc. Donc, aujourd'hui, du fait de cette concurrence-là, ce n'est plus suffisant de se dire je suis UX UI, je suis product, je suis brand. Il faut faire un travail beaucoup plus fin que ça. Il faut que vous travaillez un petit peu plus que ça pour parvenir à trouver des clients, tout simplement. Donc l'idée, c'est tout simplement, j'aime bien un peu définir le positionnement comme ça, c'est très très simple, hein, c'est qu'on se dise, cette femme, elle fait ça. Que quelqu'un d'autre soit facilement capable de pitcher ce que vous faites. Et d'être capable de distinguer ce qui vous distingue justement des autres. D'être capable d'exprimer ça. Quand on arrive à vous identifier, quand on arrive à dire « Ah oui, cette personne-là, Julie, Sacha, Sophie, enfin bon bref, vous remplacez par tous les prénoms que vous voulez. Oui, c'est celle qui fait ça, 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 ou pour ça, ça, ça. » Là, vous savez que vous avez un positionnement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi, parce que en fait c'est ça, moi je me base vraiment sur l'observation terrain de mes rendez-vous, à la fois mes rendez-vous découvertes, mais aussi les rendez-vous que j'ai avec mes clientes, mes suivis. La peur principale en fait des femmes designers freelance, et je dis les femmes parce qu'aujourd'hui je m'adresse qu'aux femmes, mais évidemment si vous êtes un homme, j'imagine bien, enfin vous êtes totalement concerné aussi, c'est que souvent il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont là quand on parle de positionnement. Donc j'aimerais qu'on rentre dans ces sujets de la peur, justement, et pas les mettre de côté, mais on va en parler. Souvent, la peur qui revient quand je vais suggérer l'importance de se positionner, ça va être la peur de s'enfermer dans quelque chose. La peur de se dire oui, mais à partir du moment où je me positionne,
en fait, je pourrai plus en ressortir, ce sera fini, je serai figée. Euh, et c'est légitime de penser ça, parce qu'à partir du moment où on se positionne, ça veut en effet dire qu'il y a des choix qui ont été faits et qu'on n'est plus généraliste. Et donc, oui, on est un petit peu plus mise dans une case, si je puis dire. Maintenant, sachez que rien n'est définitif. Rien n'est définitif dans le positionnement. On a toujours l'impression que ça y est, on va décider pour toute la vie, qu'une fois qu'on a décidé ce positionnement-là, on ne pourra plus jamais en sortir. C'est faux. Honnêtement, c'est vraiment faux. Déjà, on peut en changer. Et ensuite, oui, il y a plein de façons de se positionner, mais on verra après. Parce que souvent, on se dit, oui, le positionnement, ça veut dire que ça m'enferme dans une chose. Or, on peut très bien avoir la sensation, au contraire, à partir du moment où on a trouvé son positionnement, d'être plus ouverte sur plein d'opportunités parce qu'on est hyper aligné avec justement cette case façonnée pour nous-mêmes. Et en fait, finalement, il y a beaucoup plus de possibilités qui s'ouvrent à vous alors que vous ne l'avez pas identifié auparavant quand vous vous disiez justement généraliste. Donc ça, c'est aussi intéressant, mais on y reviendra. En tout cas, pour vous rassurer sur ce sujet-là, en fait, et j'accompagne aussi des femmes sur ce sujet-là, il y a certaines femmes qui évoluent dans des secteurs qui sont assez fermés. Par exemple, dans le milieu de la banque, souvent c'est les grands groupes en fait, dans les médias, dans la banque, les assurances, et qui se disent mais je pourrais jamais aller atteindre une autre cible. Mais c'est faux, parce que tout l'enjeu, ça va être ce que vous avez fait dans ces boîtes-là. Il y a forcément des choses à tirer pour là où vous voulez aller après. Donc tout ça pour dire que si vous vous positionnez aujourd'hui et que demain, pour X raisons, vous voulez changer, ce sera possible. Il faudra juste faire un travail de mise à plat et de voir quel pont vous pouvez faire entre les deux. Et il y en a forcément dans nos métiers. Voilà, je vous le garantis. Je voudrais aussi vous donner l'exemple. Moi, j'ai beaucoup bossé pour des startups, donc je sais vraiment ce que c'est. En fait, les startups pivotent tout le temps. Alors, elles ont la vision généraliste, souvent elles ne changent pas radicalement de produit, sauf qu'elles changent souvent de positionnement. Elles adaptent leur positionnement par rapport au marché, par rapport à plein de choses. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est normal qu'un positionnement bouge. Donc, d'ailleurs, c'est plutôt bon signe parce que nos métiers évoluent aussi beaucoup, très vite, avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée de nouveaux outils. Dans 5 ans, il y aura peut-être autre chose, on ne sait pas. Et donc l'idée, c'est d'accepter ça déjà, puisque je pense que la première étape, c'est ça, et de vous dire, c'est plutôt sain. C'est plutôt sain de vouloir changer de positionnement petit à petit. Voilà. Donc, si votre principale peur au sujet du positionnement, c'est de se dire oui, mais je vais m'enfermer, sachez que vous pouvez y sortir, que rien n'est définitif, qu'un changement de positionnement, ça se travaille, et que tout se passera bien, et qu'au contraire, c'est aussi suivre les tendances du marché, c'est très bien. Ensuite, deuxième peur, et je pense que vous allez vous reconnaître, et encore une fois, moi aussi j'ai eu cette crainte-là, ne serait-ce que déjà là, pour cette activité d'accompagner que des femmes designers freelance, on pourrait se dire c'est très niche quand même. La peur que certaines femmes peuvent avoir au sujet du positionnement, c'est la peur de louper des opportunités. Parce qu'on se dit, à partir du moment où on décide de se mettre dans une case, ça veut dire que potentiellement, si quelqu'un d'autre va arriver et ce sera... par exemple, je sais pas, vous vous êtes positionné, je vais vraiment dire, je sais pas, sur les commerçants ou les produits bio, et que demain, vous avez une marque non bio ou Carrefour, quoi, qui vient vous voir, vous allez vous dire, mais ils vont pas vouloir venir parce que je me suis identifiée sur les marques bio, éthiques, etc. Donc vous avez peur de louper des opportunités. Sauf que ce que vous oubliez, c'est ce que vous loupez quand vous ne vous positionnez pas, justement. En fait, vous loupez plus, je sais que c'est dur à se dire, mais vous loupez beaucoup plus d'opportunités quand vous ne vous positionnez pas que quand vous vous positionnez. Oui, vous allez en louper quand vous allez vous positionner sur quelque chose, quand vous allez trouver votre positionnement, vous allez en mettre plein de côté sur la route, sauf que vous allez y gagner beaucoup plus que si vous disiez généraliste et que du coup vous ne parlez à personne, à tout le monde, et personne s'identifie. Et moi je le vois bien, depuis que je me suis mise en tant qu'agente de femmes designer freelance, parce qu'avant en fait j'accompagnais, j'ai toujours accompagné, ça fait des années que j'accompagne les freelances, mais c'était hommes et femmes. Depuis que je dis que j'accompagne les femmes, oui, je mets de côté les hommes, désolé les hommes si vous m'écoutez, je vous mets de côté, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup plus de clientes, en fait.
alors que, en fait, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires parce que justement, aujourd'hui, je suis positionnée que sur les femmes. Donc c'est pareil, si demain vous choisissez un certain secteur ou une façon de vous positionner, vous allez ouvrir beaucoup plus d'opportunités sur ça. Donc dites-vous bien que oui, vous avez peur de louper des opportunités quand vous vous positionnez, sauf que vous en loupez plus quand vous ne vous positionnez pas. Voilà. Alors maintenant, comment on fait? Comment on réussit à se positionner? Comment se distinguer, comme je disais en intro, de cette masse de designers? Je vais essayer d'être assez concise. Vous doutez bien que se positionner, ça se fait pas en une demi-heure de podcast, mais je vais essayer de vous donner des petits tips. Déjà, souvent, quand on pense positionnement, on se dit que c'est forcément choisir une certaine typologie de clients. C'est le premier truc qui nous vient. C'est de se dire, bon, bah, on se positionne à partir en se disant, bah, je veux ce secteur-là. Or, le positionnement, ce n'est pas que ça, et ça peut être complètement différent. Par exemple, pour les brand designers, ça peut être très bien de vous dire que vous vous positionnez par votre style. En fait, c'est pour certaines, c'est pas toutes, hein, encore une fois, c'est là où il faut échanger et voir, mais pour certaines, ça fait totalement sens de vous positionner en termes de style parce que vous avez un style bien précis, notamment quand vous avez des compétences en illustration, vous avez vraiment ce côté très manuel et vous êtes vraiment brand à appliquer, si je puis dire. Vous avez sans doute développé une patte aussi avec les années. Et ça peut suffire à vous positionner. Il y a quelques profils comme ça sur LinkedIn qui sont positionnés à partir d'un style. Et là, c'est ce style-là qui va faire qu'on va vous reconnaître et que vous n'aurez pas besoin de vous nicher sur un secteur, sur une typologie client, etc. Donc ça, je vous invite à réfléchir dans votre cas, si vous êtes brand surtout. Parce que pour le côté UX, c'est un peu plus compliqué. UI, ça peut aussi. Est-ce que vous avez un style particulier? Est-ce que vous sentez que vous avez une attirance pour quelque chose? Si oui, bah, tout le travail du positionnement, ce sera de travailler ce style-là et la visibilité de ce style-là. Ensuite, une autre façon de vous positionner, ça peut être par la compétence pure de ce que vous faites, ou votre offre, la façon dont vous packagez votre offre. En tant qu'UX, product, brand un peu moins pour le coup, mais surtout UX, UI, ça englobe plein de compétences. Et il est tout à fait possible de se spécialiser sur une certaine typologie de choses, de choses livrées. La première chose qui me vient, c'est les design systems, par exemple, de vous positionner sur la livraison de design system. Voilà, c'est quelque chose de très précis, mais pour le coup, ça vous permet aussi d'être assez large dans les personnes que vous adressez et les secteurs. Donc ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être par vos skills, ce qu'on appelle les soft skills, donc pas vraiment en tant que tel les compétences du XUI, de product, de brand, mais vraiment plutôt sur votre capacité d'organisation, par exemple, la façon dont vous vous organisez. Moi, je sais que j'ai eu un positionnement un petit peu comme ça, avec la façon dont je présentais mon offre et la façon dont je découpais les choses. Du coup, c'était aussi déjà me différencier parce que c'était une offre un peu, entre guillemets, innovante. Et ça, c'est aussi intéressant. Il y a aussi des systèmes en termes d'offres, je pense à ça, les offres de founding designer. Donc ça se fait beaucoup aux États-Unis. C'est le principe de faire partie de l'équipe fondatrice d'une boîte. Donc ça, il faut pouvoir le faire, hein, mais ça peut être aussi de se dire, moi je suis founding designer, voilà comment je fonctionne, je rejoins les équipes dirigeantes, je prends une part systématique de X%, ça c'est à définir, et ça en fait vous vous identifiez, c'est un positionnement fort aussi. Il y en a quelques-uns qui existent aujourd'hui, quelques designers qui sont bien positionnés là-dessus, mais ça reste très rare, donc ça, c'est aussi une façon de se positionner. Ça peut être aussi sur quelque chose dans votre offre que vous proposez d'un peu différent. Par exemple, moi, quand j'ai cherché un profil de designer pour m'accompagner sur ma propre charte graphique, parce que j'étais incapable de travailler pour moi-même, donc j'ai dû déléguer cette partie-là. Quand j'ai fait appel à quelques designers que j'ai sollicités, il y en avait notamment une qui était... Enfin, c'était super intéressant, en fait. Elle disait dans son process de création de refonte que systématiquement, elle créait du coup un atelier bien précis à distance qui fonctionnait comme ça, qui durait 3 heures, qui permettait ci, ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que la façon dont elle l'a amené, c'était vraiment pas genre EPS, je vous présente ça rapidement. Enfin, on sentait vraiment
que ça lui tenait à cœur et que ça faisait sens et que c'était un pilier de son offre. Donc ça peut aussi être ça, travailler un pilier dans votre offre, quelque chose qui vous distinguera un petit peu des autres. Et ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, une autre façon de se positionner, bien entendu, c'est par la niche, donc c'est ce que je disais, par le secteur. On ne va pas s'étendre là-dessus parce que c'est encore une fois, c'est ce qui revient le plus souvent en tête de tout le monde quand on parle positionnement. Donc c'est choisir un secteur. Ça peut être banque, médias, assurance, ça peut être tout ce qui va être, comme je disais, agroalimentaire, marketing. Faut voir parce que là il y en a beaucoup aussi qui se sont positionnés là-dessus. Pour moi c'est pas tout à fait un positionnement, mais ça peut être le packaging de création de marques cosmétiques. Enfin voilà, ça peut être très précis, mais du coup c'est une niche sectorielle. Ensuite ça peut être de vous positionner par rapport à vos expériences passées. Ce que j'entends par là, c'est que... Alors ça c'est un positionnement un peu difficile à trouver quand on est solo et qu'on doit le trouver soi-même, mais c'est de faire le point avec toutes les expériences que vous avez eues par le passé. Donc ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas juniors mais qui ont accumulé pas mal de choses. Et de trouver les points communs entre ça. Parfois on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais ça peut l'être. Par exemple, là j'ai échangé avec une qui a une démarche très artiste. Donc c'est plus le côté brand, brand d'ailleurs, pas UI, mais vraiment brand. Et qui a un côté, elle est artiste en fait à côté, donc elle fait vraiment de la peinture, du dessin, il y a vraiment ce truc très artiste. Et en fait quand on fait le point sur ses expériences passées, il y a vraiment ce truc de presque scénographie, cinématographie. Elle a fait des choses qui n'ont rien à voir, elle a fait autant des illus que des choses pour le spectacle, enfin c'est très 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 varié, il y en a plein partout. Mais en fait quand on les rassemble, on se dit potentiellement ça peut permettre de se positionner sur justement une démarche d'artiste, avec le médium, la façon dont elle aborde la problématique, et aussi à la fois sur des projets qui nécessiteraient peut-être justement des sujets de scénographie, de mise en scène, etc. Donc c'est aussi ça. Après là c'est un profil, on se dirait oui mais moi je suis pas artiste, mais même si vous êtes UX/UI ou vous êtes project, et que vous avez fait plein de choses pour plein de boîtes différentes, vous avez forcément un point commun, une façon de faire. Des expériences qui peuvent être mises en lien pour vous positionner aussi. Ensuite, c'est aussi de se positionner en fonction du réseau de communication. Donc souvent, réseau social, c'est le premier qui nous vient, mais soit Insta, soit LinkedIn, soit le bouche à oreille. C'est d'avoir un positionnement différent en fonction du canal de communication. Ça, je vais pas m'étendre parce que j'en parle justement dans le premier épisode où je parle des deux façons de prospecter. Et je donne aussi ces tips-là. Si vous avez deux secteurs différents, d'aborder sur deux réseaux différents un positionnement. Ça peut aussi vous permettre d'avoir deux casquettes bien distinctes. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Et enfin, l'une des dernières façons que moi je vois en tout cas, c'est de vous positionner à travers le personal branding. Donc pour moi, ça c'est réservé aux personnes qui sont un peu avancées dans le business, avancées dans l'image, dans la com. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde aussi de développer son personal branding, contrairement à ce que beaucoup disent oui c'est très facile et tout. Je suis moins sûre. Franchement ça demande du temps aussi, ça demande de l'énergie. Tout le monde peut pas créer du contenu comme moi je le fais par exemple. Donc, mais par contre ça peut être très très intéressant sur moyen long terme de vous positionner comme ça. Parce que justement, beaucoup plus facile, le jour où vous décidez de changer de positionnement, de changer un peu les choses, vous avez déjà une communauté ou des gens qui vous suivent pour ce que vous êtes profondément. Et c'est ce qu'on est, on est unique, donc en fait finalement c'est déjà un positionnement d'être soi-même. Et donc le jour où vous changez, ce sera beaucoup plus facile. Ça c'est souvent l'exemple un peu, vous suivez sans doute des personnes sur Instagram, des influenceurs ou influenceuses, c'est un peu ça en fait. Moi je suis certaines personnes qui, quoi qu'elles fassent finalement, si demain elles montent un autre projet entrepreneurial, je vais quand même continuer de les suivre parce que c'est ce qu'elles sont. Et en fait c'est beaucoup plus facile du coup de se positionner parce qu'on se positionne sur soi-même. Mais ça, encore une fois, ça nécessite de maîtriser quand même pas mal de choses. Alors déjà, est-ce qu'il y en a une de ces façons-là qui vous tente le plus? Donc si je récapitule, ce serait une des façons de se positionner, ce serait par le style, par la compétence ou votre offre en tant que telle, par la niche, le secteur, par vos expériences passées, de trouver leurs points communs,
en fonction du réseau de communication, d'avoir différents positionnements en fonction du canal de communication ou par le personal branding. Donc voilà, prenez un petit temps pour vous demander ce qui résonne le plus pour vous. J'aimerais terminer en vous parlant de ce qu'est un positionnement réussi, en fait aussi, comment réussir à amorcer ce virage-là, quel que soit celui que vous choisissez, comment réussir à le faire. Pour moi, en fait, comment on sait qu'on est positionné, donc je le dis, c'est d'un point de vue extérieur aussi, quand on sait vous présenter très facilement, mais c'est aussi, et peut-être même avant tout, entre vous et vous-même, c'est d'avoir votre discours qui est cohérent et qui ne bouge pas. Donc en fait, pour moi, la règle numéro 1 d'un positionnement, c'est la cohérence. Quand je parle de cohérence, même si vous optez pour effectivement 2 réseaux différents, double positionnement, voilà, c'est un peu plus dur de l'être, ça demande un effort un peu de jonglage. Mais en fait, c'est de se dire, je communique toujours le même message, et ça ne change pas. Je suis figée dans ça, et mon discours ne change pas. La proposition de valeur, les gens à qui j'ai envie d'adresser, ça ne change pas tous les 4 matins. Et en fait, qu'est-ce que ça vous permet en fait aussi de ça, de ne pas bouger, d'être figé, c'est que ce sera beaucoup plus facile pour vous après. Et ça, c'est ce que j'arrête pas de répéter aux personnes avec qui j'échange, en rendez-vous découverte aussi, qui souvent me disent oui, mais j'arrive pas à prospecter. Mais oui, mais vous n'arrivez pas à prospecter parce que vous ne savez pas vous positionner. Vous n'êtes pas positionné aujourd'hui. Vous n'avez pas le bon... Vous n'êtes pas habité par votre discours, un discours clair envers vous-même déjà. Donc c'est hyper dur. C'est hyper dur pour vous. Si vous-même vous n'êtes pas positionné, comment vous présenter aux autres, c'est très difficile. Donc plus vous aurez un discours figé, établi, construit, et qui ne bouge pas dans le temps, plus vous allez le rabâcher, vous allez vous prendre le pli aussi de vous présenter comme ça, et plus ce sera facile d'aller prospecter derrière. Ensuite, comment réussir à se positionner? Ça va faire un petit peu un redit sur ce que je disais au tout début, mais c'est aussi d'y aller par élimination sur ce que ce n'est pas de se positionner. Donc encore une fois, si vous vous dites product designer même pour les PME, ou souvent je vois ça, brand designer pour les artisans, UI designer pour les sites e-commerce, c'est bien, mais c'est pas encore un positionnement. C'est pas encore assez précis. C'est pas encore assez ciblé. C'est vous nichez par un secteur, mais il manque encore un message. Il manque encore ce que vous pouvez apporter dans la façon dont vous le faites. Le positionnement, c'est vraiment l'idée de... En fait, c'est un peu comme l'ikigai. Je sais pas si vous voyez l'ikigai. Bon, je peux pas vous dessiner le truc ou le... vous irez voir, mais l'ikigai, il y a différents... c'est des cercles, en fait, qui se rejoignent en se disant qu'en fait, c'est un peu à la croisée de tout. Votre ikigai, votre raison d'être, votre raison de vivre, est à la croisée de tout ça. Et moi, je trouve que le positionnement, c'est un petit peu pareil. C'est à la croisée à la fois de ce que vous voulez être, votre personnalité. C'est à la croisée de ce que les clients ont besoin, de ce que le monde a besoin, de ce que les prospects ont vraiment, véritablement besoin. Et aussi à la croisée de ce pourquoi ils sont prêts à payer. Parce que parfois, il y a des prospects qui en ont vraiment besoin, mais ils ne seront pas prêts à payer. Et ça aussi, c'est compliqué. Donc, ce positionnement, il est vraiment hyper important. Et je donne l'exemple justement des brand designers pour les artisans. Oui, probablement, ils en ont besoin. Oui, c'est ce que vous aimez profondément, etc. Mais est-ce que ces artisans-là sont prêts à payer? Peut-être pas. Donc l'idée, c'est d'aller travailler sur ces artisans-là, qui vous voulez vraiment, où est-ce qu'il y a aussi de quoi se faire de l'argent, quoi, qu'on se le dise bien. Où est-ce que c'est rentable? Et dans ce cas-là, oui, vous pourrez éventuellement vous positionner un petit peu plus précisément. Du coup, je voulais vous donner un exemple sur ce sujet-là. J'accompagne aujourd'hui une femme qui se dit brand designer pour les... Enfin, qui au départ, avant qu'on bosse ensemble, disait qu'elle était brand designer pour les lieux type restaurant, hôtel. Sauf que c'est pas suffisant aujourd'hui, parce que quand on a fait l'état des lieux sur quels clients elle avait grâce à ce positionnement-là, en fait c'était des clients à 1000 euros, 500 euros, 1500 grand max. Ce qui fait que quand on a fait le point sur combien il lui fallait pour vivre, clairement il fallait qu'elle multiplie les projets énormément. Donc ce n'était pas suffisant, ce positionnement-là ne servait pas le fait qu'elle puisse vivre aussi convenablement. Donc il a fallu travailler sur
ok, du coup, ton but, ce sera peut-être d'avoir des missions plus globales, plus grandes. Et donc, du coup, comment aller rehausser ton profil pour aller atteindre des boîtes un petit peu plus importantes, peut-être toujours dans ce secteur-là, mais en tout cas, qui va éliminer le petite personne qui va lancer son resto ou sa chambre d'hôte et qui n'aura pas le budget vraiment fondamentalement pour investir. Et en fait, on s'est aperçu que du coup, elle avait un style très particulier, un style un peu années 60-70, et qu'elle adorait ça en fait, qu'aujourd'hui elle osait pas forcément trop se positionner là-dessus, même si elle le montrait, c'était pas ultra affirmé. Et en fait, bon, c'est difficile à résumer comme ça, mais en gros l'idée c'était qu'elle chope toujours des restaurants, des hôtels, mais plus haut de gamme, donc on se rapproche d'un milieu luxe, quoi, haut de gamme. Et je lui ai dit, ok, si ce style-là tu l'aimes, et en plus c'est ce qui peut te différencier, ce style-là, qu'est-ce qui pourrait permettre de différent justement aux marques de luxe, aux marques haut de gamme, les hôtels haut de gamme, les restaurants haut de gamme. Qu'est-ce que ce style années 60-70 viendrait apporter à ces marques-là? Et c'est comme ça qu'on a parlé du Hoxton Hotel. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est des nouveaux un peu hôtels haut de gamme qui sont très branchouilles, enfin qui sont très... moi j'adore, hein. Je pense que je serais là-dedans. Bon, je suis pas luxe, mais c'est quand même 400 balles la nuit. Mais c'est des hôtels 4, 5 étoiles, mais qui cassent les codes du luxe en fait. Et donc, on s'est aperçu que c'était typiquement voilà, des clients un peu comme ça. Donc, et là, on s'aperçoit que on a un vrai positionnement. Et donc là, on est en train d'avancer avec elle, mais ça débloque vachement sur, après le reste, sur comment elle se présente sur LinkedIn, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à ça. En gros, pour résumer, j'ai encore une fois beaucoup parlé. Pour résumer, on a un vrai positionnement. Vous avez un vrai positionnement quand vous savez parfaitement expliquer ce que vous faites. Vous savez parfaitement qui aller chercher comme prospect. Et vous savez exactement quoi dire. Si ça, vous ne l'avez pas encore, c'est qu'il faut continuer votre travail de positionnement. C'est que vous n'êtes pas encore assez positionné. N'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas se dire oui, mais il faut que je fasse un book en plus ou des trucs en plus, c'est pour ça que ça marche pas. Non, revenez à ça. C'est que vous n'êtes pas encore au clair sur ce positionnement. Et du coup, l'une des solutions, si vous voyez que vous galérez, et là je vais prêcher pour ma paroisse pour terminer, mais en fait je pense que ça peut être important d'avoir quelqu'un en face pour vous challenger sur ce positionnement. Parce que c'est, en fait encore une fois, ce que je dis, c'est très subtil. C'est quelque chose, aujourd'hui on est dans un marché qui nécessite d'ajuster un peu à la marge, d'être... Je vais faire le parallèle avec ma prof de yoga parce que j'adore le yoga maintenant depuis peu, justement grâce à cette prof, mais en fait quand elle va m'ajuster... heureusement qu'elle est là pour m'ajuster, parce que sinon je pourrais rester des mois dans une posture de yoga en persuadant que oui c'est bien fait, c'est bon, j'ai le bon étirement, j'ai l'impression d'être super souple comme ça, sauf qu'en fait elle vient, elle va me corriger légèrement, elle va me dire et puis là je vais me dire oh ok les gars, j'y étais pas du tout, en fait c'était les actions que je mettais en place, j'étais persuadée d'être souple, mais en fait c'est parce que juste j'étais un peu trop tournée et que c'était pas très très bien positionné. Si je me remets bien, là je m'aperçois que j'ai encore du travail à faire. Là c'est exactement pareil. Ou même quand vous faites des abdos par exemple, je suis très sport, hein, je suis désolée pour ceux qui sont pas sportifs, mais j'adore le sport. Quand vous faites des abdos, vous pouvez décider de faire des abdos là en les crunch classiques. Si vous ressortez le ventre, vous contractez pas tout, c'est hyper facile, vous pouvez en faire 300 si vous voulez. Maintenant, si vous les faites bien, moi j'ai fait de la rééducation abdominale et tout ça aussi, enfin je raconte ma vie. Quand vous apprenez à faire des abdos vraiment convenablement et que vous contractez bien vos transverses et tout ça, vous en faites beaucoup moins, mais au moins vous les faites bien et ça apporte ses fruits et vous allez vraiment voir que vous vous musclez davantage. Là c'est exactement pareil en fait, il faudrait pas que vous suiez pour rien, il faudrait pas que vous fassiez des efforts pour rien, il faut vous assurer que vous avez bien la bonne posture, que vous avez bien le bon positionnement et que les efforts que vous faites sont en cohérence avec ça et sont en cohérence avec ce positionnement. Voilà, donc pour ça peut toujours être bien d'avoir un regard extérieur, d'avoir quelqu'un qui vous aide par rapport à ça et qui a aussi la connaissance du marché. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, travaillez bien tout ça, vraiment, c'est hyper important. C'est pour moi la clé. Voilà, c'est la clé pour vous distinguer des autres designers. C'est la clé pour vous permettre d'avoir une activité solide et stable sur le moyen long terme. C'est la clé pour que vous soyez vous-même épanoui, que vous soyez davantage capable aussi d'aller prospecter. C'est la clé de tout.
Voilà, c'est le positionnement et ça se travaille et ça prend du temps. Vous pouvez tâtonner pendant un petit moment, mais une fois que vous l'avez, je vous assure que c'est beaucoup plus simple d'aller plus loin. Voilà. Donc si vous souhaitez qu'on parle positionnement, n'hésitez pas. J'ai le petit lien toujours dans la bio, enfin dans la description de l'épisode. Vous pouvez réserver un créneau avec moi. On en parle pendant 30 minutes. Vous verrez que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore vraiment échanger avec vous sur ces points-là. Et puis, à la fin de ce rendez-vous-là, on voit ou pas s'il y a besoin d'aller plus loin. Et honnêtement, moi, je n'hésite pas à dire si c'est pas le bon moment, s'il faut laisser passer du temps, s'il faut que vous travaillez de votre côté. C'est pas nécessaire, ça ne débouche pas nécessairement sur un accompagnement après avec moi derrière. Mais l'idée, c'est vraiment déjà peut-être de prendre ces 30 minutes-là pour qu'on en parle et qu'on voit si ça peut vous aider, débloquer certaines choses déjà dans un premier temps. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien de ces jours, de ce printemps, de ces jours qui rallongent et de voilà, ce beau temps. Profitez. Et je vous dis pour ma part à dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao.